Salut Victor, très content de te retrouver pour ce nouvel épisode du Data Sommelier. Je crois que c'est ta troisième intervention, peut-être même quatrième. Et Ouais. aujourd'hui, on va parler d'un sujet super chaud, le sujet 2026, Semantic Layer. On va passer un peu de temps pour essayer de comprendre ce que c'est que la Semantic Layer, à quoi elle sert, et puis ensuite, tu pourras illustrer comment, chez Starburst, vous avez imaginé intégrer ces fonctionnalités-là dans la solution, avec une démo à la fin. Hein. On essaie toujours de mettre les mains dans le cambouis ici, hein, et de voir comment ça marche en vrai. Alors, c'est vrai que c'est un sujet très particulier. On n'aura peut-être pas le temps de rappeler l'histoire, mais Trino, on a fait pas mal de choses ensemble. Hein. Alors, peut-être déjà, on a fait un retour d'expérience où on a montré Trino lors du meet-up OVH Cloud, ça fait déjà une petite année. Et donc, tu étais venu montrer la solution. Et c'était un talk commun avec OVH Cloud qui utilise en interne Trino et qui a aussi intégré cette solution-là dans sa data platform. Donc là, voilà, je mets le lien ici pour ceux que ça intéresse et voir ce que dit OVH Cloud de la solution Trino et comment elle est intégrée dans la plateforme OVH Cloud. Et puis, on avait fait aussi un autre témoignage. Ça date d'assez longtemps déjà. C'était juillet l'année dernière. On avait parlé des fonctionnalités AI. Rappelle-toi, tu étais venu montrer comment fonctionnaient comment avaient été intégrées les fonctionnalités d'intelligence artificielle dans la couche de fédération. Et on avait fait toute une démo à ce sujet-là. À cette époque-là, je remettrai le lien pour l'épisode en replay. En tout cas, welcome Victor. Voilà, je te laisse le micro. Je ne sais Ok. pas si tu as encore besoin de te présenter. J'ai l'impression que tout le monde Non, te... merci beaucoup Stéphane pour cette nouvelle invitation. Toujours un plaisir de discuter avec toi, de discuter de sujets divers et variés. Et en effet, je suis venu plusieurs fois. On avait commencé pour la première fois sur Iceberg, après Trino, l'IA évidemment. Enfin bon, Exact. on s'est croisés aussi physiquement. Donc voilà, donc toujours très content de discuter et merci pour l'invitation. Et donc en effet, aujourd'hui, le but du jeu, c'est de parler de la semantic layer. Hein. Donc j'ai le titre, le Now Famous, parce que on en parle de plus en plus tout d'un coup. Et pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est? Et je pense que c'est un sujet qui est complexe, mais qui est important aujourd'hui. Okay, donc on va essayer de défricher tout ça. Le sujet 2026 chaud pour tout le monde. Ouais, voilà. Donc du coup, alors le but du jeu, je ne vais pas parler que de Starburst, parce que la Semantic Layer, évidemment, c'est plus large que Starburst. Et ça, tu l'avais vu aussi, tu m'as dit, on l'a vu dans plusieurs articles, hein, une trend sur Google, sur les outils de recherche. On recherche Semantic Layer, ontologie, là, depuis 2020, fin 2025-2026. Il y a un boom, ok. Tout le monde s'intéresse à la Semantic Layer, à l'ontologie. Tout le monde veut savoir ce que c'est, veut l'implémenter, veut l'utiliser. Donc voilà, je pense que c'est important d'en parler, même si tout n'est pas encore défini, etc. Donc il y a boom sur la Semantic Layer, mais qu'est-ce que c'est? Chose aussi intéressante, hein, notre ami Jaurès qui fait souvent des surveys, des petites analyses. Hein, il interroge un peu ses clients, ses utilisateurs. Et ce qu'on voit intéressant, qu'est-ce qui intéresse les gens pour 2027? On parle de data modeling et de semantic layer, le plus. Okay, donc data modeling, apparemment, c'est un truc qui n'est toujours pas réglé, hein, depuis qu'on... Ouais, on a peut-être même perdu l'envie d'aller modéliser ces données hein, avec la Modern Data Stack où on allait mettre toutes ces données dans le lake et puis sans s'occuper trop des structures. Donc que ça revienne et que ce soit important, ça je le comprends complètement. Ouais, entre les modèles en étoile, maintenant les différents types d'approches, enfin bref, ça et la semantic layer. Intéressant, hein, on n'en parlait pas trop, mais apparemment c'est des sujets importants. Bon, évidemment, on va parler d'IA, de gouvernance, de compliance, de réduction des coûts, tout ça, mais voir la semantic layer arriver, c'est intéressant. Alors pourquoi et qu'est-ce que c'est? Alors, je me suis posé la question, c'est pas évident. Alors, c'est en fait, il y a aussi beaucoup, à mon avis, de confusion, et c'est normal, entre le contexte, on parle beaucoup de contexte, et de semantic layer. Qu'est-ce que c'est l'un par rapport à l'autre? Et je pense que tout le monde n'est pas pour l'instant d'accord. Il n'y a peut-être pas encore une définition commune. Pour moi, hein, ce qu'on a réfléchi, c'est OK, les agents, les fameux agents IA, ils ont besoin d'un contexte pour interroger les données. Hein. Sans contexte, on hallucine, on ne comprend pas les colonnes, les lignes, etc. Donc, on a besoin d'un contexte. Et pour moi, le contexte général,
qu'on doit fournir à l'agent, bah, il contient cette fameuse semantic layer qui, elle, existe depuis un moment. Ouais, Ok. complémentaire, on est d'accord. Ouais. C'est ça. Mais aussi, hein, c'est là où c'est un peu perturbant, c'est quand on lit des articles de vendeurs, d'analystes, de tout ce qu'on veut. Il y a des gens qui parlent de sémantique pour l'IA, sémantique for AI. Est-ce que c'est ça un contexte? Bon. Il y a même des gens qui parlent de sémantique contexte. Alors là, on mélange un peu des choses, mais bon, pourquoi pas. Et aussi, il y a des initiatives pour dire que dans la semantic layer, on va inclure du contexte pour l'IA. Ouais. Effectivement. Alors ça me rappelle aussi un autre article de Joe Rice, c'était plutôt une satire qui se moquait un petit peu du verbiage, tu sais, des noms sophistiqués qu'on peut y mettre derrière et du buzz. Donc on mettra le lien aussi de son blog, mais c'est vrai que bon, c'est le sujet vraiment, le sujet à la mode 2026, mais compliqué. Alors, Oui, c'est compliqué. Et je pense qu'en plus, il y a pas de. Les mots sont importants, mais suivant à qui tu parles, les mots veulent pas dire la même chose. ouais. Et ça aussi, des fois, c'est contexte, semantic layer, l'un, l'autre, la relation entre les deux. Donc, pour l'instant, je pense pas qu'il y ait de personne à une vérité absolue. Hein. Chacun voit un peu ce qui l'intéresse. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de dire qu'il y a le contexte, la semantic layer, tout ça. Bon. Alors, maintenant, si on reparle de la semantic layer en tant que telle, sans parler de contexte et sans parler aussi d'IA. Enfin, pour moi, c'est important. Hein. Toi, comme moi, on n'a pas commencé la data cette année ou l'an dernier. Et donc, la semantic layer, on l'existe depuis longtemps. Pas que pour l'IA, pour la BI, pour le machine learning, etc. Okay. Ouais, et je me permets de rappeler qu'il y avait un acteur français, Business Object, dans les années 90, c'est vrai. donc c'était un outil de DataVis, a Ouais. créé une couche sémantique qu'ils appelaient les univers BO. C'est vrai. Et en fait, on définissait l'accès à ces données techniques au travers de cet univers, et c'était il y a plus de 35 ans. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, tu vois, en effet, les univers BO, c'était une sémantique layer. Alors, ce qui est intéressant aussi, et là, c'est vrai que je vais pas penser, c'est où est-ce qu'on la met, cette sémantique layer? Ouais. Mais en tout cas, en effet, c'était pas que pour l'IA, ça existe depuis 30 ans. Et donc, pour moi, ça, il y a plusieurs couches possibles dans cette semantic layer. Il y a plusieurs choses différentes. C'est pas un seul truc. Donc, par exemple, il y a le what. Qu'est-ce que c'est? Et là, c'est tout ce qui est la business layer, les informations métiers, okay, les outils de MDM, les outils de data, metadata management, okay, qui définissent les données. C'est les outils aussi, on parle de data catalogue. Alors, ça peut être un Colibra, Data Galaxy, Open Metadata, Atlan, tout ce que tu veux, okay, ces outils-là. Et c'est là où on va définir la business définition, les ontologies, les graphes de connaissances. Donc, pour moi, le business layer, c'est le what. Qu'est-ce que veulent dire la donnée, okay, la définition des données. Ensuite, on a une partie plus technique, le how. Comment la donnée elle a été produite, transformée, préparée. Donc là, on parle de lineage, de définition des transformations. On parle de technical metadata, le nom des colonnes, etc. Okay, donc là, c'est plus, pour moi, une sémantique, une couche technique, okay, mais dont on a besoin, qui n'est pas suffisante, mais dont on a besoin. Et enfin, un truc souvent qu'on oublie et qui est important quand on veut actionner tout ça, c'est le where. C'est, OK, on a défini des définitions techniques, business, des ontologies, mais comment on fait pour utiliser ça depuis nos outils de BI, d'IA, etc. Okay, donc, pour moi, c'est le data access layer. C'est comment on implémente ça, comment on accède aux sources, comment vraiment on va lire la donnée, hein, une fois qu'on a défini quelle était. Et c'est toutes les parties un peu de virtualisation, de fédération, où on va pouvoir accéder aux données avec cette couche de sémantique. Ouais. Et la complexité, c'est bon, il y a plein d'outils qui sont champions d'une catégorie, mais c'est compliqué de mêler, d'assembler tout ça en fait. Ouais. Et je pense même pas que ça existe en fait, un outil qui existe tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes. Et d'ailleurs aussi, ça me fait penser, quand tu parlais de BO, c'est que ça aussi, je ne l'ai pas mis dans une slide, c'est où est-ce qu'elle se situe. Et en fait, on voyait cette couche sémantique se situe dans les outils de BI. Exact. Est-ce qu'on la met à côté? Est-ce qu'on la met... Où est-ce qu'on la met? Où est-ce qu'on la positionne? Exactement, effectivement. Parce que si c'est dans l'outil de BI, c'est pas assez universel. Voilà. Et si c'est au milieu, c'est-à-dire entre les sources et les cibles, eh bien c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Voilà. Donc c'est aussi une question à quel endroit on la positionne. Okay. Ouais, très, très clair. Alors, du coup, donc ça, c'est un peu une définition globale. Et du coup, bah, cette année, hein, enfin non, c'était l'an dernier, ils ont commencé. Il y a des gens qui sont réunis. Donc là, il y a pratiquement tous les gros éditeurs. Hein, donc Starburst en fait partie d'un organisme, enfin je sais pas, on appelle ça une fondation, un organisme, c'est OSI,
qui est pour Open Semantic Interchange, hein, c'est essayer d'imaginer une spécification, un modèle pour pouvoir facilement, en tout cas de manière standard, échanger cette couche de metadata, cette sémantique, entre les outils de BI, d'IA, etc. Okay, donc avoir un truc un peu neutre en termes de vendeur, de locking, okay, pour pouvoir échanger ça. Et je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a l'interconnexion de tout ça, il y a de l'interconnexion entre tout ça. Donc j'ai regardé un petit peu, hein, et en gros, aujourd'hui, comment on est parti, comment les gens sont partis, en fait, il y a des classes, on parle de dataset, de field, de mesure, de dimension, de relationship, donc définir tout ça, hein, des définitions business, techniques, de tout ça. Et puis, alors eux, c'est intéressant, dans chaque classe, il y a une partie spécifique à l'IA. Il y a un AI context pour chaque classe. Okay, donc, bon. Ouais, je pense que c'est une super initiative parce qu'effectivement, il y a beaucoup de vendeurs derrière ça et c'est quand même le socle qui fera la pertinence de cette initiative. Il faut que ça débouche sur des mesures concrètes, je pense, hein, ouais. Que ce soit vraiment développé au sein même des produits et qu'on puisse en voir les bénéfices. Pour l'instant, c'est que des specs, j'ai l'impression. Oui, il y a des specs. Alors, j'ai vu sur leur Git, il y a des exemples avec un TPCH. Il y a un exemple, tu vois, c'est un JSON qui décrit là ce que j'ai mis en dessous. Donc, tu as une version 0.1.1. Donc, en effet, ça reste des specs qui ne sont pas encore formalisés, qui ne sont pas encore arrêtés, en tout cas dans une V1. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas, mais je pense que c'est une bonne initiative. Hein, ouais, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, on échange des choses avec des API REST, avec du MCP, tout ça, mais bon. Si on pouvait avoir un format standard, c'est pas bien. Ben, ça me fait penser à ce que fait Jean-Georges Perrin au travers de la fondation Bitol et Linux Foundation avec les data contracts et les data products. C'est normalisé, c'est standardisé et je pense que c'est une bonne idée quoi qu'il arrive. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est un truc important. Alors, donc ça, c'était la semantic layer. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Pourquoi on en parle aujourd'hui? L'IA, le contexte, les initiatives, etc. Donc, voilà en introduction. Alors, maintenant, par rapport, nous, à Starburst, et encore une fois, je ne veux pas mettre Starburst au centre, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on essaye de faire avec Trino et Starburst. Donc, Starburst, un petit rappel, c'est quoi? C'est une fondation, okay, pour la donnée, flexible, okay, c'est très ouvert. Pour l'analytique et l'IA, hein, on n'a pas commencé avec l'IA, ça fait longtemps qu'on fait ça pour tout le monde, pour pouvoir accéder aux données et la gouverner à l'échelle, en termes d'utilisateurs, de performance, de gouvernance, en prenant en compte aussi ce qui existe, hein, parce que si on doit tout migrer à un endroit, c'est compliqué. Donc, en prenant en compte le legacy, la réalité, et puis maintenant, évidemment, en ajoutant une couche de sémantique et une couche d'IA quand on en a besoin. Ouais. Et je rappelle simplement que c'est vrai que c'est une couche de fédération à l'origine, donc transverse, et que ça a beaucoup de sens d'y adjoindre une couche de sémantique, puisque c'est déjà transverse, ça adresse toutes les sources de l'entreprise, et s'il y a un bon endroit pour le mettre, c'est certainement là. Voilà, à confirmer après dans l'usage, mais ça fait du sens. C'est aussi ce qu'on disait aussi l'an dernier, il n'y a pas d'IA sans data. Donc, il faut une couche, il faut une fondation solide, il faut une architecture de data solide qui puisse accéder aux données de manière sécurisée et à l'échelle. Okay, avec un truc pas trop compliqué pour les users, du SQL. Donc, voilà, c'est comme des choses qu'on sait bien faire chez Starburst avec Trino, donc ça rentre bien dans l'histoire, quoi, en gros. Ouais, très clair. Donc, du coup, Starburst, hein, donc il y avait une petite animation, mais là, c'est figé. Mais en gros, et puis on va faire le lien avec la couche sémantique. Voilà, il y a les sources de données, il y a un moteur basé sur Trino, on a la version entreprise de Trino, qui permet de requêter tout ça, fédération, lake ou lakehouse, iceberg ou autre, hein, etc. Les outils de préparation de transformation de données vont pouvoir utiliser ce moteur, évidemment. Les outils d'analytique de BI vont pouvoir directement aussi attaquer ce moteur. Ensuite, sur ce moteur, c'est là où on va commencer à construire des couches qui sont des couches de fédération, de virtualisation, avec des vues matérialisées. On a aussi notre propre data catalogue. Okay, cet outil, cette couche de virtualisation / fédération, évidemment, on va pouvoir la documenter, l'enrichir, en tout cas la documenter ou l'exporter dans des outils de data management, dans des data catalogues externes, dans des outils de préparation. On va pouvoir l'utiliser dans des outils de BI, d'analytique, hein, directement attaquer des vues matérialisées, etc. Pourquoi pas les agents avec notre serveur MCP peuvent directement attaquer cette couche de fédération. Okay, on peut directement, avec du MCP, faire du select, faire des requêtes. Okay, donc ça, c'est la couche de virtualisation / fédération. Et au-dessus de ça,
on a créé, alors c'est intéressant parce qu'en fait, les data products, hein, on a ça depuis Data Mesh, depuis l'histoire du Data Mesh. Hein. Alors, c'est pas fini, hein, mais je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a 2-3 ans. Data as a Product, c'était un des piliers, un des 4 piliers de Zamac. Okay, et tant qu'à faire, ça tombe bien parce que ces data products qu'on a construits, qu'on continue à faire évoluer au-dessus de cette couche de virtualisation, bah, elle va contenir de la sémantique, elle va contenir de la métadata. Donc, naturellement, on va utiliser, nous, ce data product pour donner du contexte aux agents IA. Okay, sachant que ces data products, bah, évidemment, on va les synchroniser avec les outils de data catalogue. Hein, on n'est pas tout seul, donc pourquoi pas, on peut définir cette couche de sémantique dans des outils externes. Je parlais de Data Galaxy, Colibra, Atlan, Open Metadata, etc. Donc, synchroniser les métadatas entre nos data products et ces couches externes. Okay, et puis, utiliser ces data products, hein, la définition, les datasets, etc., bah, depuis des outils de BI, hein, il ne faut pas les oublier, tous ces outils qui, on dit, ils vont disparaître, mais en tout cas, ils sont toujours là. Hein, enfin bon. Il y a eu un super meet-up la semaine dernière sur justement le context engineering. Et effectivement, la question, est-ce que les outils de BI vont disparaître? Alors, c'est pas aussi radical que ça, mais c'est vrai que poser des questions ad hoc dans sa voiture ou via son smartphone avant d'aller à la réunion qui va bien, je pense que ça va être le commun très bientôt. D'ailleurs, je vais faire une petite démo à la fin. C'est exactement un peu là où on va. Et en fait, voilà. Et du coup, la démo que je vais faire, c'est donc nous au-dessus des data products. Alors oui, on peut aussi les interroger via MCP depuis des agents. Les agents, pour récupérer de l'information, du contexte, peuvent aussi rechercher dans nos data products, en plus dans nos données. Et donc, on a développé notre propre agent qui s'appelle AIDA, AI Data Assistant, qui est un agent, on va le voir, qui permet d'interroger les données en langage naturel, mais aussi de faire des graphes, de commencer à faire de la data vise, d'enrichir ça avec des données externes, etc. Okay, donc, voilà un petit peu Starburst, hein, les différentes briques, depuis l'accès à la donnée, qui est cloud, on-prem, etc. Et pas oublier, évidemment, donc je l'ai mis ici, j'aurais pu le mettre à gauche, c'est la Global Unified Security Layer, on va dire. C'est tout ça, c'est je dois gérer une gouvernance en termes d'accès. Qui a le droit d'accéder à quoi? Qui a le droit d'accéder aux data products? Qui a le droit d'accéder aux données? Qui a le droit d'accéder aux modèles LLM? Donc tout ça, okay, tout ça, il faut que ça soit géré. Et c'est pas négligeable, hein, cette couche de sécurité. C'est hyper compliqué à mettre en place. Rappelant que c'est une couche transverse qui va manipuler plusieurs sources, et donc tu vas taper dans un niveau de sécurité très varié. Et ça, c'est hyper compliqué à mettre en place. Après, nous, dans Starburst, en fait, il y a soit tu gères ça au niveau de Starburst, avec de l'AirBack ou de l'ABAC, hein, quelle que soit la source, quel que soit d'où tu viens, quel que soit où tu vas, on va avoir cette même couche de sécurité. Donc, c'est intéressant pour centraliser cette histoire de gouvernance. Et potentiellement, on peut aussi déléguer aux sources en dessous. Hein, on peut hériter, on va dire, ce qu'on appelle du pass-through. Tu peux hériter de la sécurité qui est en dessous. Enfin bref, c'est un vrai sujet parce que quand on fait de l'IA, brancher ça sur ces données, on est d'accord. Donc, un agent qui se connecte à un serveur MCP, OK. Mais le serveur MCP, à quelles données il a le droit de voir? Quel data produit, quel métadata il peut voir ou pas? Enfin, tout ça, c'est des vraies questions, quoi. Ouais, très clair. Voilà. Donc, Starburst. Maintenant, dans la fédération, enfin dans la semantic layer, pardon, où on se pose, bah voilà. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on retrouve les éléments de Starburst, la plateforme, et en vert, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est nous, on va avoir nos data products pour la couche métier, le business layer, ok. On va avoir cette couche de fédération / virtualisation data catalogue pour le plus technical business layer, technical layer, pardon, ok, des informations techniques. Et puis, ce qui n'empêche pas et en général on le voit partout, d'être interopérable, en tout cas de se synchroniser avec les outils externes de data management, data catalogue, etc., etc. Ouais, ok, bah écoute, ça a du sens, hein, effectivement. C'est un peu tout ça. D'accord, donc cette partie verte, elle est finalement très intégrée par nature dans le produit. Elle est intégrée parce que nous, on a alors, on peut imaginer aussi se suffire à nous-mêmes. En fait, c'est là maintenant, on parle au sein de Starburst d'enterprise context layer. Alors, on voit que les mots, on peut leur faire dire un peu tout ce qu'on veut, mais on parle d'enterprise context layer.
Et le but du jeu, c'est d'avoir un contexte qui soit unifié et qui puisse s'appliquer à différentes données distribuées. Ouais, Ok. très clair. Et là, on retrouve, tu vois, à gauche, notre propre data catalogue, dans notre propre Metastore, on va dire, data catalogue, sachant qu'on peut utiliser n'importe quoi. On peut utiliser un Polaris, un Hive, un Glue, etc. Mais on a aussi un data catalogue. On a nos data products pour les règles métiers, le contexte métier. Et puis, ce que je disais, important, le but du jeu, c'est aussi de pouvoir se synchroniser avec le monde extérieur, parce qu'on n'est pas Ouais. tout seul, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. On est d'accord. Dans les grandes entreprises, le legacy est hyper important. Ouais. C'est très clair. C'est le legacy, ou pourquoi pas aussi les gens qui, même si c'est moderne, ils veulent avoir un outil de metadata management / sémantique qui soit transverse à différents outils, Très qui soit clair. utilisé pas que par Starburst. Ouais, je suis très d'accord. Donc voilà, on retrouve un peu ces différentes couches, et donc la semantic layer, ouais, c'est pas un outil, c'est pas une feature, c'est des features avec une prise en compte de l'existant. Un ensemble de briques. Alors, Voilà. je crois que tu as prévu une démo, non, hein? C'est ça? Alors, j'ai prévu une démo. Je vais faire la démo juste rapidement. Voilà, alors, là, il y a beaucoup de texte. On pourra lire ça tranquillement. Mais voilà, nos data products à nous qu'on a créés depuis l'histoire du data mesh, on a des domaines. C'est un ensemble de datasets qui sont des vues matérialisées. On peut gérer ça avec un UI, une interface ou une API. On va pouvoir partager ces data products. Baser tout ça sur de l'iceberg, évidemment. On peut voir ça comme des petits data marts. On va pouvoir créer des data products sur d'autres data products, s'intégrer avec des systèmes existants. Et dernière chose très importante, tout ce qui est as-code, donc nos data products as-code, pouvoir les faire du CI/CD, les versionner, passer de dev à prod, etc. Donc tout ça aussi avec du code. Donc voilà, nos data products, ils évoluent, on va dire qu'ils, là, depuis un an, ils évoluent plus parce que l'IA aussi, quoi. Ouais, et puis ça a du sens. Je trouve que cette approche elle est très concrète parce que on peut vérifier le résultat, on peut le partager et on peut le toucher en fait. Et voilà, c'est très concret, pragmatique. Donc data product, ouais, certainement que c'est une bonne façon d'avancer sur le sujet. Ouais, ouais. Alors, on a notre implémentation du data product, parce que chacun peut avoir des idées. Qu'est-ce que c'est un data product? Nous, on a commencé comme ça et on va continuer à le faire évoluer avec la couche d'IA, sachant que par exemple, l'IA, quand tu branches de l'IA dans Starburst, tu peux enrichir ton data product, tu peux enrichir la description de tes datasets, champs, data product avec de l'IA. Donc l'IA, avec les données, les technical metadata, il peut enrichir ton data product. Évidemment, après, tu vas pouvoir. D'ailleurs, je crois on avait fait un peu un épisode, ça remonte à il y a quelque temps, où tu avais démontré ce qu'on peut faire avec les fonctionnalités AI intégrées dans Starburst. Donc là, je le mets en référence, mais voilà, l'épisode, ça date déjà de juillet l'année dernière. Ouais, et t'imagines aujourd'hui comment les choses évoluent vite. Donc là, vous allez voir encore des choses différentes aujourd'hui. Mais ouais, c'est déjà l'an dernier, on avait cette idée de brancher du LLM dans Starburst pour faire du RAG en SQL. Ok, bon, on fait du SQL, du RAG, du prompt en SQL, mais aussi dans les data products, interroger les data products avec l'IA et enrichir le data product avec l'IA. Donc plein de choses. Non, c'est clair. Et donc voilà. Et donc qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer un petit peu AIDA. AIDA, qui est notre AI Data Assistant, qui permet, donc, c'est une interface à part. Donc, oui, on peut faire ça depuis Data Product, mais avec une interface default ou custom, les clients vont pouvoir customiser leur interface AIDA. On va pouvoir faire du reporting, de la data vise. On va pouvoir étendre ça avec des skills, avec d'autres MCP serveurs, uploader ces fichiers. Enfin bon, on a prévu d'avoir un véritable agent qui soit plus juste pour générer du SQL, mais qui soit vraiment pour faire son petit reporting, sa petite data vise avec un agent. D'accord, donc c'est un portail standalone, c'est ça, qui peut s'utiliser de manière autonome, ou c'est quand même raccordé à la suite ou à la solution d'entreprise? C'est dans Starburst Entreprise, mais c'est à l'interface qui est à part. Mais par contre, c'est intégré dans Starburst Entreprise. Ok, très bien. C'est pas un truc. Demo time. Demo time. Je switch sur la scène de démo. Voilà. Alors, donc Starburst, mais je vais pas montrer Starburst. On se branche à. Voilà, là, on a plein de catalogues, ok, du cloud, de l'on-prem, de l'iceberg, etc. Bon, on a aussi, pourquoi pas, des data products. Bon, tout ça, c'est Starburst, on va dire, classique. Okay. On peut se brancher à ces modèles IA, si on veut, pour faire des choses. Après, maintenant, quand on veut interroger toutes ces données en langage naturel, il faut du contexte. C'est-à-dire que si ici, tu vois, alors j'avais essayé Onyx, Osa, il y a aussi du LibreChat.
Sycite, Onyx ou LibreChat sont des agents open source qu'on peut installer. Ici, je me suis branché à mon serveur MCP qui est celui qui est ici. Ok, on va dire celui qui est ici. Là, je lui demande quelles sont les données que je peux interroger. Ok, si je ne connais pas mes trucs, ok, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me parcourir l'ensemble. Ah, évidemment, voilà, il faut que je me reconnecte. C'est bien sécurisé, c'est pour montrer que c'est bien sécurisé. Voilà. C'est l'effet démo, c'est comme ça. C'est l'effet démo, voilà. Donc, ça prouve que c'est une vraie démo. Quelles sont les données que je peux interroger? Lui, il est bien. Ah, voilà. Lui, en plus, il faut que je me reconnecte à mon Authenticated. OK. Voilà, je continue, je fais de OAuth. Bon, ça prend 2 secondes. Il s'est connecté. Donc, notre serveur MCP, il supporte OAuth, user password, etc. OK, donc là, il est bon. OK, donc là, il est actif. Donc là, si je lui demande, avec un peu de chance, on voit qu'il va parcourir toutes les données. Donc, il a je ne sais pas combien. Alors, il recherche aussi dans les data product. Bon, mais on imagine que je n'ai pas de data product. Il va aller regarder tous les catalogues. Il va me dire, voilà, tu as plein de tables iceberg, etc. Donc, ce n'est pas forcément évident. Alors, normalement, il réfléchit beaucoup. Là, on a branché un rock. Donc là, les catalogues, on a une centaine de sources de données. Donc, on imagine comment trouver le client le plus profitable ou comment trouver mon client qui va le churner dans toutes ces sources de données, NoSQL, Hive, Iceberg. Bon, oui, ici, on a des produits de données. Bon, d'accord, là, on a des produits de données qui sont un peu prêts à l'emploi. Ouais. Mais ce n'est pas évident. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là où, alors pareil, je vais le rafraîchir. On va voir s'il est toujours en place, mon AIDA. OK. Donc là, en fait, dans AIDA, OK, je peux définir est-ce que je suis analyste, exec, etc. Je vais rester analyste. Je vais utiliser un Claude Sonnet 4, ça me va bien. J'ai un rôle. Ici, je peux imaginer j'ai plusieurs rôles. Et suivant les rôles dans lesquels je suis, je n'ai pas accès aux mêmes données. Donc là, Pascal Gaps, c'est bon. Et nous, notre philosophie dans notre agent à nous, AIDA, on va attaquer des data products. On va interroger des data products. Okay, on va rechercher dans des data products. Donc, par exemple, ici, je vais aller sur un data product qui parle de la performance de la chaîne d'approvisionnement. Okay, je peux voir mon data product. Donc, on peut voir qu'est-ce que c'est un data product dans Starburst. C'est ce que je disais. C'est un résumé. Combien de gens l'ont requêté? C'est une description. C'est des questions. Tiens, si... qu'est-ce que je vais demander? Tiens, je vais demander cette question tout à l'heure. Donc, je vais copier-coller la question. C'est des tags, un domaine, des liens. C'est des datasets, donc qui sont des vues ou des vues matérialisées. Okay, donc ici, on voit des datasets. Je peux même voir un petit peu les données dans ces datasets. C'est des exemples d'utilisation. Je peux mettre des requêtes SQL. Donc voilà, donc un data product, c'est un ensemble de data et de métadata. D'accord? Très clair. Donc maintenant, si je suis ici, je dis, OK, s'il te plaît, AIDA, quel est notre taux de dépendance vis-à-vis des fournisseurs? Donc lui, super, parce qu'il a un contexte, il a des données, donc il va commencer à réfléchir et évidemment, il va donner des choses intéressantes. Donc même, on peut, si tu veux, poser des questions qui ne sont pas des questions à l'exemple, mais le but du jeu, c'est d'avoir dans un contexte un ou plusieurs data products, ou alors même, il va chercher dans ces data products, on va lui demander des choses. Okay, donc là, il a réussi. Alors, on peut voir, ce qui est rigolo, c'est alors là, il a récupéré le data product. On peut voir le SQL qu'il a généré. D'accord. Voilà, il a fait son petit SQL, supplier, total, somme, etc. Parce qu'en fait, je pense que voilà, il a récupéré ce qu'il devait, le taux de dépendance. Il a calculé qu'est-ce que c'est un taux de dépendance, pourcentage de dépendance, etc. Il est content. Donc voilà, donc là, il a commencé à me dire, le taux de dépendance, c'est avec Petit Jean. Je suis super dépendant, les 5 premiers fournisseurs, les points positifs, les points négatifs. Et je peux lui dire merci, je peux même ne pas lui dire merci, mais génère-moi des graphiques pour expliquer tout ça. Okay. Tac. Donc là, normalement, il va me générer des graphiques, donc des bar charts, des bar charts, etc. Config le temps. Ok. On voit là ce qu'on commence à faire. Ok. Ouais, très clair. Ok. Donc là, tu vois, tu peux choisir. Donc c'est le début de l'histoire. Là, tu as les données.
Là, tu as le graphique. Tu peux après embedded ça ailleurs. Tu vas pouvoir récupérer ça en PDF ou d'autres formats, etc., etc. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que tu peux remonter la chaîne et voir ce qu'il a fait étape par étape et Ouais. comment dire ça, certifier un petit peu la requête ou du moins la comprendre. Oui, comprendre, exactement, comprendre d'où ça vient. Parce que là, on voit que la requête, on voit comment il a calculé, par exemple, ce taux de dépendance. Hein. Bah, c'est bien le total purchase divisé par la somme des purchases. Ok, ça paraît en effet pas bête. Ouais, d'accord. Alors, si tu démarres from scratch Ouais, un projet, tu as quand même un premier niveau de gestion de métadonnées à mettre en place. La description, alors, ok, tu vas lire les métadatas provenant des tables, les ouais, métadatas techniques, ouais. mais tu peux enrichir au fur et à mesure les définitions, y rajouter ton propre vocabulaire et ça de manière itérative dans la solution. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, ici, quand tu as un data product, ici, je gère, par exemple, mon data product, la maintenance, lui, en effet, je vais pouvoir soit l'enrichir avec de l'IA, ici, c'est ce que je dis tout à l'heure, hein, je peux lui dire, bah, tiens, s'il te plaît, Claude, tu me génères une bonne description, ok. Soit toi-même, tu peux mettre sa description, mais le but du jeu, potentiellement, ça va être de l'enrichir avec ta connaissance métier, que ce soit au niveau du dataset ou au niveau du data product en tant que tel, quoi. Ouais, d'accord. Donc, il y a toujours Et, et pour finir, synchroniser ça avec ton outil externe comme Data Galaxy, Colibra, etc. Ouais, d'accord. Donc il y a toujours cette étape d'enrichissement qui est nécessaire, qui est semi-automatique, voilà, Ouais, et qu'on va venir manuellement enrichir si besoin. ouais. Après, il y a aussi la question, hein, toujours en termes de sécurité, quand on enrichit ça, est-ce qu'on lit juste les métadatas? Ok. Est-ce qu'on lit, par exemple, 100 lignes, 10 lignes, et en fonction de ce que j'ai trouvé ici, bah, s'il te plaît, fais-moi une description un peu plus précise. C'est aussi des questions. On va pouvoir activer, je lis la donnée pour enrichir la description. C'est important. Ouais, effectivement. Et là, donc, je voyais tout à l'heure, donc tu es passé par un MCP, et donc ce Ouais, MCP, tu pourrais très bien l'intégrer dans un Cloud Code et puis dialoguer à tes données Starburst qui sont fédérées ouais. via d'autres outils. Ouais, D'accord. ouais, tout à fait. Bon. Sachant que notre MCP, il peut soit envoyer du SQL. Ok, par exemple, ici, j'ai envoyé, ici, on peut voir hein, le SQL qu'il a fait. Il a fait un show catalogue. Ouais, Bon, c'est ça. d'accord. Soit il peut rechercher dans les data products. Ok, il va rechercher des data products qui correspondent à ta question. On peut aussi, avec notre MCP, appeler AIDA. Ok, donc appeler notre agent. Donc, ici, c'est comme ici. Hein, dans notre AIDA, on va pouvoir ajouter des moteurs MCP, mais Ouais. potentiellement, depuis ton agent à toi, appeler notre agent. Ok, Ok, voilà. d'accord. Bah, tout s'imbrique à un moment donné, hein. C'est que. Bah, ouais, ouais. Ouais, À d'accord. voir d'où tu veux faire ça en effet, quoi. J'ai l'impression que c'est déjà très avancé. En termes de roadmap, il y a des choses qui arrivent. Tu as une visibilité là-dessus ou pas encore ou... Ouais, sachant que là, ce qui n'est pas encore implémenté au fini, c'est ici, tu vois, pouvoir rajouter des skills. Donc pour l'instant, Ouais, ici, donc là, c'est pas encore fini de développer des actions. Génère-moi un email, génère-moi un PDF, etc. Upload-moi mon fichier, mon PDF avec plus de docs et potentiellement mais connecte-moi à un autre serveur MCP. Donc, voilà. ouais, Et donc là, d'accord. c'est un peu notre agent control plane. On voit ici qu'on a d'autres agents qu'on va pouvoir appeler. Mais voilà, c'est avoir un truc un peu plus élaboré dans AIDA. Notre MCP, pareil, il va pouvoir aussi faire de l'écriture, si on veut, D'accord, d'accord. des choses comme ça, quoi. Ok, très bien. Bon, moi, je vois que les roadmaps, je pense que l'engineering est bien busy là, chez côté Ouais, Start. Il y a ouais, tellement de choses à faire. ouais. C'est clair En tout cas, que c'est déjà fonctionnel. Hein, c'est ouais. ça, ça fait partie du package. Hein. Ça fait partie du package. Les gens vont pouvoir tester AIDA là depuis. Ouais, voilà. Vont pouvoir tester AIDA à partir de mi-avril. Mi-avril, on D'accord, aura une public preview et en GA prévu mai-juin. d'accord. Bon, bah, c'est Donc, pile poil le timing alors, voilà. d'avoir présenté ça. Donc on est bon. Dernière chose, j'avais prévu une petite slide. Je sais pas si Si, bah, attends, on va on la revenir revient. Ouais. on va Vas-y. revenir sur le voilà et bah, je te l'avance si tu veux. Oui, c'était pour juste un petit peu raccrocher les wagons et parce qu'on a parlé de OK, la semantic layer, c'est super, faire de l'IA sur les données, c'est super, etc. Mais comment faire ça? Alors, j'ai simplifié un peu la chose, hein, mais toi comme moi, hein, on est dans la donnée depuis longtemps, on sait que tout n'est pas magique, encore une fois. Et donc, le but du jeu, c'est quoi? C'est il faut
déjà connecter ces données. Sans données, pas de d'IA. Donc, avoir un accès aux données, de manière virtuelle ou fédérée, un Unified Data Access. Et l'intérêt de ça aussi, un des intérêts, c'est qu'on va découpler le tech et la business layer. C'est-à-dire qu'on va proposer aux métiers, aux data analysts, un accès, mais sans qu'ils se préoccupent trop c'est de l'iceberg, c'est de l'oracle, c'est du cloud ou pas. Ouais, c'est ça. Ça, c'est déjà un truc, parce que s'il faut réfléchir, il faut que j'aille taper dans mon data lakehouse pour avoir la donnée, on ne va pas s'en sortir. Ouais, donc simplifier l'accès, quelle que soit la source. Voilà. Unified Governance, c'est le côté une gouvernance qui va être quelle que soit la source et quelle que soit là où on vient. Donc ça, cette Unified Data Access, ça permet ça. Et ça permet de l'agilité dans ce qu'on appelle le discovery ou l'exploration. Les data scientists, pour explorer la donnée, s'ils doivent à chaque fois appeler les data engineers pour faire de l'OTL, pour bouger la donnée, pour faire de l'exploration, on perd des mois, des semaines, des mois, etc. Donc, Unified Data Access, ça a quand même des avantages certains. Oui, très clair. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est cette fameuse, maintenant bien connue et bien aimée Semantic Layer. Donc là, on la prend par le bout que l'on veut, mais on a le côté business, pourquoi pas les data products ou ailleurs, le technical, les data lineage, la transformation. Donc, avoir quelque part la définition des transformations. Et puis, pas oublier à la fin, c'est l'implémentation technique. Techniquement, comment j'accède à mes données? Quelles sont les vues ou les artefacts qui permettent d'accéder à mes données. Et que ce soit scalable. Voilà. Pour les grosses boîtes. Ça, c'est la dernière partie. C'est OK, on fait ça dans son coin, c'est bien beau, on fait une démo, on fait un prototype. Mais à la fin, il faut, nous, ce qu'on voit, en Starburst, on travaille avec 4 des plus grandes 5 banques françaises. Et après, il faut urbaniser. Parce qu'il y a X entités, il y a X départements. Donc, il faut urbaniser tout ça, qui ont des clusters différents, qui ont des outils différents. Donc, comment on organise, comment on scale, comment on sécurise tout ça. Avec à la fin aussi, pareil, dans les grandes boîtes, maintenant, on veut automatiser, on veut faire des CI/CD, on ne veut pas cliquer avec des boutons dans des points. Ouais, ok, mais en tout cas, super intéressant ce brief. Je vois que la roadmap est très complète, l'outil est déjà disponible et que Starburst colle vraiment à l'actu en termes de features, de fonctionnalités et d'offres. Ouais, et franchement, en plus, ça nous paraissait un peu naturel. Évidemment, on fait l'IA, tout le monde doit en faire, donc on en fait, mais par rapport à ce qu'on offre depuis longtemps, depuis quelques années, ça paraît naturel de faire de l'IA, et pas que, encore une fois. Mais pour vous suivre depuis quelque temps quand même, j'observe cette histoire et puis cette complémentarité qui arrive par petits bouts, et tout se tient en fait. Il y a une construction logique derrière tout ça. Donc, voilà. Super. En tout cas, merci Victor, encore une fois, pour ta participation, ce petit brief sur la sémantique layer, sa définition, et puis comment elle s'opère dans l'outil. Donc, et merci pour la vraie démo. En live. On ouvre le capot et on regarde comment ça marche à chaque fois. Donc, super, merci pour ça. Reste avec moi, mais à très bientôt pour la suite des aventures Trino Starburst. Merci beaucoup, Vincent. Salut.